Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les rues brumeuses de Londres pour décortiquer une histoire de dualité et de pure terreur. On va suivre pas à pas l'enquête sur l'étrange cas du Dr Jekyll. Une enquête qui va révéler un mystère bien plus sombre que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, notre histoire, elle ne commence pas vraiment avec un personnage, mais avec un acte. Un acte de violence brute dans une ruelle sombre. Un témoin, complètement horrifié, va décrire la scène en parlant non pas d'un homme, mais d'une sorte de force de la nature, une force destructrice. Et cette rue, c'est l'image parfaite de toute l'énigme qui va suivre. D'un côté, on a une façade respectable, souriante, accueillante, et de l'autre, juste à côté, un secret, quelque chose de sombre, de négligé. C'est ici que tout démarre. L'avocat, M. Utterson, se promène avec son ami Enfield et ce dernier lui montre cette porte d'allure sinistre et commence à lui raconter une histoire qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Enfield lui raconte une scène qui fait froid dans le dos. Un homme, petit, monstrueux, un certain Hyde, qui piétine une enfant sans la moindre hésitation. Et le pire, pour calmer la famille, il disparaît derrière cette fameuse porte et en ressort avec un chèque, signé par une des personnes les plus respectables de la ville. Mais ce qui est vraiment troublant dans cette histoire, ce n'est même pas la violence de Hyde, c'est la description qu'on en fait. Il y a chez lui quelque chose d'indéfinissable, une sorte de difformité que tout le monde ressent au plus profond de ses tripes, mais que personne ne peut décrire avec des mots. Un vrai malaise. Pour Utterson, ce n'est pas qu'une simple anecdote, aussi horrible soit-elle. Non, cette histoire résonne avec un secret très sombre qu'il garde pour son client et ami, le très honorable Dr Henry Jekyll. Il rentre chez lui et relit le testament du Dr Jekyll. Un testament déjà très étrange en soi, mais qui maintenant devient carrément sinistre. Tout, absolument tout, doit revenir à ce monsieur Hyde, et ce, même si Jekyll venait simplement à disparaître. Ça devient une obsession pour Utterson. Il se met à surveiller la porte, jour et nuit. Il doit voir le visage de cet homme. Et quand il finit par le confronter, la rencontre confirme toutes ses craintes. Il est saisi de dégoût, de peur, c'est viscéral. À partir de là, une seule question va le hanter et guider toute son enquête. Quel lien ? Mais quel lien peut bien exister entre un homme aussi respectable que le Dr Jekyll et cette créature ? Le temps passe. Près d'un an en fait. Et puis, un soir, le mystère prend une tournure bien plus tragique. D'un coup, on ne parle plus de chantage, mais de meurtre. Et quel meurtre ? Tout Londres en est choqué. Une domestique, depuis sa fenêtre, assiste à une scène d'une brutalité inouïe. Elle voit Sir Danvers Carew, un homme âgé et respecté, se faire massacrer en pleine rue. L'agresseur, c'est Edward Hyde. La violence est purement gratuite, animale, insensée. Et sur les lieux du crime, on retrouve un indice accablant. Les morceaux d'une canne brisée, une canne que Utterson reconnaît immédiatement. C'est lui qui l'a offerte, des années plus tôt, à son ami Henry Jekyll. Après ça, Utterson va voir Jekyll bien sûr. Il veut des réponses. Mais au lieu de ça, il se heurte à un mur de secrets, de mensonges. Le comportement de Jekyll devient de plus en plus étrange. Jack lui jure ses grands dieux qu'il en a terminé avec Hyde. Pour de bon. Il a l'air sincère, désespéré. Pour le prouver, il lui montre même une lettre que Hyde lui aurait écrite. Sauf que, il y a un problème. Utterson fait examiner la lettre par son clerc qui s'y connaît en graphologie. Et le verdict est sans appel. L'écriture de Hyde et celle de Jekyll sont identiques, juste inclinées différemment. La conclusion est terrible. Jekyll a écrit cette lettre lui-même pour protéger un meurtrier. Et puis, d'un coup, le docteur Lanyon, un des plus vieux et des plus proches amis de Jekyll, tombe gravement malade. Sur son lit de mort, il parle de Jekyll avec une terreur absolue, refusant même qu'on prononce son nom. Il le considère comme mort. Avant de mourir, Lanyon laisse une lettre à Utterson, avec une instruction bien précise. Ne l'ouvrir qu'après la mort ou la disparition de Henry Jekyll. Encore ce mot, le même que dans le testament. Le malaise d'Utterson ne fait que grandir. On arrive maintenant au point culminant de l'enquête. La dernière nuit, une nuit de terreur où toutes les pièces du puzzle vont enfin trouver leur place. Tout s'accélère quand Poole, le majordome de Jekyll, débarque chez Utterson. Il est complètement paniqué. Il est sûr et certain que son maître a été assassiné. Poole raconte une histoire à glacer le sang. Depuis des jours, un inconnu est enfermé dans le cabinet de Jekyll. Un petit homme qu'on n'a pas vu, mais dont on entend la voix, une voix qui pleure, qui se lamente, et qui réclame sans arrêt un produit chimique bien précis. Alors, ils prennent la décision de défoncer la porte.
Et la scène qu'il découvre est surréaliste. La pièce est calme, rangée, un feu crépite, mais au milieu, par terre, gît le corps d'Edward Hyde. Il s'est suicidé, et il porte des vêtements bien trop grands pour lui. Quant à Jekyll, aucune trace. Le docteur Jekyll s'est volatilisé. Sur son bureau, il ne trouve que 3 documents. Un Nouveau Testament qui lègue tout à Utterson, une courte note de Jekyll pleine de désespoir, et un gros paquet scellé. Sur l'enveloppe, la confession complète de Henry Jekyll. Utterson tient enfin les réponses entre ses mains. Mais après tout ce qu'il a vu, une dernière question terrifiante se pose. Quelle horreur va-t-il découvrir en brisant ce sceau ?